beaucoup. Donc, Monsieur le Président de section, Monsieur. Merci beaucoup. Bien, donc le sujet de notre première table ronde de l'après-midi est le suivant: les métropoles, quel projet de développement? Notre juridiction, on l'a déjà dit ce matin, a la chance d'avoir dans son ressort la première métropole à statut particulier, la métropole de Lyon, créée par la loi MAPTAM et mise en place au 1er janvier 2015. Nous sommes donc ici au cœur d'un laboratoire d'idées et d'innovation dans le domaine économique qui est le sujet de notre colloque. Pour autant, il est évident que la compétence n'est pas nouvelle pour la métropole lyonnaise. Comment s'exerce-t-elle aujourd'hui et comment intègre-t-elle la définition des politiques économiques par l'échelon régional des collectivités? Le Code général des collectivités territoriales prévoit que les orientations du schéma applicable aux métropoles et à la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le Conseil de la métropole concernée et le Conseil régional. À défaut d'accord, la métropole doit adopter un document d'orientation stratégique qui prend en compte le schéma régional. On a évoqué ce sujet ce matin, mais je crois qu'on va y revenir. À défaut d'entente entre l'échelon métropolitain et l'échelon régional, pourrait-on, c'est inconditionnel, aboutir à une stratégie économique métropolitaine autonomisée du reste du territoire? Y a-t-il opposition ou pourrait-il y avoir opposition entre la politique régionale et celle de la métropole, ou faut-il au contraire imaginer des complémentarités? C'est un sujet qui a été aussi tangenté ce matin, et j'espère qu'on y reviendra. Sait-on ce qu'en pensent par exemple les chefs d'entreprise, les présidents de pôles de compétitivité? Dans des territoires multipolaires comme le nôtre, on a vu que la Nouvelle-Aquitaine était très différente de ce point de vue-là, les métropoles engagent-elles un dialogue direct entre elles afin de concevoir un développement économique équilibré du territoire, ou bien la concurrence est-elle la règle? La réforme territoriale a-t-elle changé ou non la donne sur le terrain? Nous observerons à travers le témoignage de nos intervenants que de nombreux territoires métropolitains ont une longue tradition d'intervention économique, que les récentes réformes territoriales et les enjeux budgétaires requestionnent aujourd'hui, et nous essaierons de voir comment. Je vais vous présenter brièvement les intervenants pour apporter des éclairages sur cette question. Nous avons 4 intervenants. Ils sont élus et dirigeants territoriaux, conseils ou observateurs privilégiés de la gestion et des finances locales. Leurs éclairages seront à la fois politiques, stratégiques et opérationnels, mais aussi critiques. On l'espère, parce que c'est comme ça qu'avance la réflexion sur un certain nombre de projets de développement de métropole. Et nous pourrons ainsi confronter les expériences et les points de vue et débattre des enjeux entre intervenants avec la salle à l'issue de leur communication. Frédéric Adviel est président de la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France. Il donnera donc le point de vue des chambres régionales des comptes sur l'articulation des acteurs publics en matière de développement économique, en particulier des métropoles. Polyvénis est directeur général des services de la métropole de Lyon, précédemment directeur général des services de la ville de Reims et de la communauté d'agglomération de Reims Métropole, et auparavant encore directeur général adjoint des services de la ville de Lyon, vous me corrigerez si je me trompe, en charge des finances et du contrôle de gestion. Il nous présentera les principaux instruments et les leviers de développement économique mis en place par la métropole de Lyon pour l'exercice de ses compétences. Madame Faure, dont je salue l'arrivée ce matin, ça n'a pas été facile, mais elle a réussi à nous rejoindre depuis Toulouse Métropole, dont elle est vice-présidente. Elle est chargée du développement économique et de l'aménagement des zones d'activité économique, maire de la commune de Saint-Orens, en Haute-Garonne. Et elle dressera un panorama des grands projets de développement portés par la métropole de Toulouse au sein de la toute nouvelle région Occitanie, avec peut-être aussi ce sujet de plusieurs métropoles dans cette grande région. Philippe Blanquefort est le directeur régional de la Caisse des dépôts Auvergne-Rhône-Alpes, précédemment directeur général des services du territoire Marseille-Provence et directeur général adjoint de la métropole Aix-Marseille-Provence. Il a également eu une expérience en chambre régionale des comptes en Lorraine, si je ne m'abuse, et à la Cour européenne ou à la Cour des comptes européenne en 2011. Il nous familiarisera avec la stratégie de la Caisse des dépôts pour le développement des métropoles en région. Voilà, je remercie à l'avance nos intervenants de leur présence et de leur contribution. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Frédéric Adviel, chers collègues, pour introduire nos échanges. Madame la Présidente, merci. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, je pense que c'est bon. Je
pense que c'est bon, oui, voilà. Donc il me revient le redoutable privilège de reprendre en début d'après-midi, sachant qu'on a déjà beaucoup défloré le sujet ce matin sur l'articulation des acteurs en matière de développement économique, sachant que les modalités d'intervention et de répartition des compétences entre les différents acteurs publics sont effectivement un enjeu très très important au jour d'aujourd'hui dans la réflexion des collectivités locales qui sont, comme vous le savez tous, soumises à des contraintes extrêmement fortes, à la fois en termes de financement. Ce dont on n'a pas parlé, c'est notamment la volatilité des recettes aujourd'hui qui sont le lot quotidien des collectivités. La réforme, effectivement, de la taxe professionnelle a eu des effets importants à la fois sur la répartition sur le territoire, mais aussi sur la volatilité des ressources en matière économique. Et puis surtout, on l'a évoqué ce matin, une demande accrue de la part de la population en matière de services. Et donc, la difficulté aujourd'hui pour les collectivités, c'est de bien répartir ces compétences de manière à ce qu'effectivement la dépense soit la plus efficiente possible, ce qui est l'objet des travaux des chambres régionales des comptes. Il faut se souvenir qu'effectivement les objectifs de la décentralisation faisaient déjà une part belle à l'efficience, puisque l'alinéa 2 de la Constitution, l'article 72, bien entendu, rappelait que les collectivités avaient vocation à prendre effectivement en charge les services sur lesquels effectivement l'ensemble des compétences pouvaient le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Donc effectivement, il est aujourd'hui important de voir si cette articulation entre les différents acteurs est efficiente, et mon collègue Jean-François Monteil ce matin a essayé de montrer quel était le cheminement de notre réflexion en la matière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la rénovation du cadre juridique qui a été entrepris effectivement à travers les lois MAPTAM plus les lois NOTRe qui ont suivi, sont à l'origine des constats des juridictions financières. Et notamment, le premier rapport sur les finances locales de 2013 faisait déjà le constat de ce qui allait servir de cadre, je dirais, à la réflexion du gouvernement, c'est-à-dire le constat d'un effort indispensable de rationalisation des structures et des compétences. Ce constat, il était partagé, il avait été partagé avec toutes les associations d'élus au moment de la sortie de ce rapport, avec comme objectif prioritaire qui était assigné au pouvoir public de définir des priorités plus strictes d'intervention et d'investissement, avec un besoin de clarification qui semblait être une des conditions de l'assainissement des finances publiques, sachant qu'à l'époque, on réfléchissait déjà aux modalités d'association des collectivités à l'effort de redressement des comptes publics. Et le deuxième objectif qui avait été évoqué dans ce rapport, c'était de rendre effectivement à la fois plus efficace et plus efficient l'exercice des responsabilités locales. C'était là aussi un thème qui était cher aux élus locaux, sachant que la Cour, en conclusion, rappelait qu'effectivement cette demande devait être opérée en coordination avec l'État, qui restait effectivement un acteur extrêmement important dans le domaine de l'action économique. Et on y reviendra par la suite, à un moment où effectivement on sortait à peine de la crise de 2009, où on avait eu les problèmes de financement des collectivités, et que l'objectif était de faire que l'intervention des collectivités se fasse à un niveau le plus efficient possible, à partir de l'instant où les ressources se raréfiaient et où les possibilités d'investissement étaient plus difficiles. Le problème, c'est qu'effectivement, et ça a été évoqué largement ce matin, c'est que le cadre juridique dont on pouvait espérer qu'il arrive effectivement à clarifier ses compétences conserve aujourd'hui 4 incertitudes qui, à mon sens, sont majeures et feront que ce cadre ne durera pas. Il sera obligé d'être rénové à nouveau. C'est un mauvais compromis qui est intervenu, qui finalement est pire que le compromis antérieur. Ces 4 incertitudes, quelles sont-elles ? L'étude d'impact de la loi NOTRe rappelait bien effectivement ce qui était attendu, c'est-à-dire clarifier les compétences d'action des collectivités, en particulier de la région, dans les domaines qui sont déterminants pour la croissance économique, pour le rétablissement de la compétitivité, donc pour l'emploi,
Et l'étude d'impact précisait que le renforcement de la compétitivité de notre économie nécessitait de s'appuyer sur les territoires comme enjeu majeur du soutien au développement des entreprises. Or, il y a un acteur dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est quand même déterminant dans tout cet ensemble, c'est qu'il est impossible de ne pas coordonner l'action économique locale avec celle qui est mise en place au niveau national. Dès le moment où effectivement on n'aura pas une coordination digne de ce nom entre l'échelon national et l'échelon local, il ne peut pas y avoir d'intervention économique. On a rappelé, mon collègue Jean-François Monteil s'est rappelé les montants qui peuvent être consacrés au niveau local. S'ils ne viennent pas en coordination et en appui d'une politique nationale, on va passer forcément à côté de la cible. Alors ça, c'est quand même le premier oubli majeur dans la loi NOTRe telle qu'elle a été prise en compte au jour d'aujourd'hui. Et surtout, il y a quand même l'aspect européen aujourd'hui qui cadre quand même une partie de notre domaine d'intervention économique, ou en tout cas de notre pensée économique au jour d'aujourd'hui, et qui est absolument absente aujourd'hui des réflexions qui ont été conduites au moment de l'adoption de la loi NOTRe. La deuxième incertitude majeure, c'est qu'on a une clarification qui n'est pas intervenue, notamment sur deux acteurs majeurs, et ça on l'a dit largement ce matin, les métropoles et les régions, avec un phénomène effectivement de métropolisation de la France qui va tendre à s'accroître d'année en année, et on voit bien au-delà des métropoles que l'on a créées, on est en train de recréer toute une série de nouvelles métropoles. Donc le territoire va être quadrillé effectivement avec des métropoles dont on attend effectivement un effet d'attraction. Laurent Davenzi y reviendra certainement tout à l'heure. Et on n'a absolument pas réglé à travers la loi la coordination minimale qu'il doit y avoir effectivement entre le territoire métropolitain et les régions. On a simplement effectivement dit que la métropole, le schéma de la métropole devait prendre en compte le schéma régional. Vous avouerez que c'est quand même un peu court comme coordination aujourd'hui entre les acteurs, à charge, je dirais, pour le représentant de l'État, éventuellement de saisir les juridictions administratives si jamais il n'y avait pas concordance. On sait très bien que ce ne sera pas le cas. Donc aujourd'hui, on peut considérer que s'il n'y a pas d'accord politique, il n'y aura pas de coordination effectivement entre ces deux acteurs qui sont des acteurs majeurs dans la mise en place de l'action économique au jour d'aujourd'hui. La troisième incertitude, et là on l'a évoqué ce matin, c'est-à-dire qu'on a souhaité effacer le rôle du département. Très bien, parce que le rôle du département jusqu'à présent, c'est très bien qu'il était majeur, essentiel dans les politiques de solidarité territoriale, dans les politiques de proximité, et notamment les politiques de proximité dans le domaine économique. Or, au jour d'aujourd'hui, on souhaite effacer le rôle du département. On sait très bien, au niveau de chacun des territoires, que les choses se passent de manière très difficile. Il n'y a pas toujours d'ailleurs une volonté de la part de la région de reprendre l'ensemble des dispositifs qui étaient mis en place par les départements. Les départements doivent sortir de l'actionnariat ou d'un certain nombre de syndicats et autres, et sans aucune volonté d'aucun autre acteur de reprendre leur place aujourd'hui. J'ai l'exemple d'une ruche d'entreprise dans mon territoire qui était extrêmement importante et une action du département. Aujourd'hui, personne ne souhaite reprendre cette action. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on ferme ? Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a complètement sorti un acteur qui était quand même l'acteur de proximité. C'était l'acteur en tout cas, de proximité vis-à-vis des intercommunalités, dont on va voir après qu'on a confié quand même un rôle important. Donc aujourd'hui, on a un acteur dont on n'a pas trouvé la solution pour qui va reprendre la place qui était la sienne. Tout à l'heure, on a parlé quand même du problème des territoires ruraux. Je vous conseille la lecture de l'intervention du Premier ministre devant la DCF. C'est effectivement un thème central au jour d'aujourd'hui, c'est le devenir des territoires ruraux. On parle beaucoup des métropoles. Tout à l'heure, on a parlé qu'effectivement, les métropoles avaient un rôle à jouer vis-à-vis de ces territoires. Donc, il va falloir trouver le bon compromis entre les deux. Et la quatrième incertitude majeure, c'est effectivement au niveau des intercommunalités. On a rationalisé la carte. On est revenu de 2000 à 1235 intercommunalités.
On a supprimé la notion d'intérêt communautaire. Or, c'est exactement, je veux dire, une démarche complètement inverse à tout ce qui avait prévalu jusqu'à présent, puisque aujourd'hui, on laissait toujours le soin aux élus de déterminer effectivement ce qu'ils souhaitaient mettre au niveau de l'intercommunalité. On renverse la charge de la preuve. C'est maintenant effectivement le texte qui prévoit que toutes les zones d'activité industrielle sont de compétence des intercommunalités, à part que, comme toujours, le législateur n'a pas défini ce qu'était une zone d'activité industrielle. On y a rajouté les zones commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires. Autant de contentieux derrière sur la définition de l'ensemble de ces termes. Et ça risque effectivement, pendant plusieurs mois, de compliquer la tâche des intercommunalités, dont par ailleurs, Christian Martin, à travers sa question ce matin, a rappelé qu'il appartenait à la région effectivement de définir les systèmes d'aide directe qui seront mis en œuvre par les intercommunalités par le biais de conventionnement. Or, aujourd'hui, la plupart des régions n'ont pas défini ces systèmes d'aide. Donc, on est quand même dans une incertitude importante sur une grande partie de la mise en œuvre concrète de ces mesures du quotidien. Alors, ces incertitudes, je pense qu'il faut les mettre au regard des conclusions et des observations qui sont celles des CRC au jour d'aujourd'hui à travers nos travaux, qui bien entendu ne sont pas des travaux contemporains sur cette nouvelle application, mais ce qu'on a pu constater par le passé, et qui à mon avis éclaire quand même bien l'avenir. La première observation, qui est assez récurrente quand on regarde les travaux des CRC, c'est la difficulté de coordination des différents dispositifs publics. Et je ne pense pas qu'effectivement la loi NOTRe va faciliter la tâche. On a une multiplicité d'acteurs locaux qui interviennent dans ce domaine, la plupart des travaux le soulignent. La difficulté d'assurer une coordination, on voit bien qu'aujourd'hui, personne n'est en charge véritablement de cette coordination. Je ne pense pas que ce soit le schéma régional d'intervention économique qui fixe suffisamment d'axes pour tracer la voie. Et puis, souvent, quand les CRC ont tenté d'analyser les schémas régionaux de développement économique, c'est souvent apparu comme issu d'une coopération sinon insuffisante, quelquefois inexistante, et effectivement les propos du président ce matin de la région l'ont confirmé. On n'a bien souvent pas de coordination entre les différents acteurs. Les conventions conclues ne sont pas utilisées comme des instruments d'harmonisation. Il n'y a aucun rapport et aucun dispositif qui permet à un entrepreneur aujourd'hui de s'assurer de la cohérence et des différents dispositifs qui sont mis en place. Et bien entendu, il n'y a absolument pas de rapprochement des différents niveaux de collectivité sur les dispositifs qui sont mis en place au jour d'aujourd'hui. La deuxième observation, souvent, tourne autour de la pertinence des outils qui sont utilisés et qui interpellent quand même assez souvent. On a aujourd'hui une imbrication très forte, je dirais, en matière d'intervention économique qui doit se faire entre les domaines de la fiscalité, des infrastructures de transport, l'offre des services publics. Et bien souvent, quand on regarde les schémas ou quand on lit les dispositifs, tous ces points-là sont complètement absents. Aujourd'hui, essayer de favoriser l'implantation d'entreprises, si on n'a pas d'infrastructure de transport, si on n'a pas effectivement de système de haut débit et autres, c'est un peu compliqué. Donc si les différents acteurs qui sont responsables de ces politiques ne se coordonnent pas, les outils qui sont mis en place, outre effectivement, et on a dit ce matin, la faiblesse des montants qui sont mis en œuvre, si en plus il n'y a pas de coordination, la pertinence des outils interpelle quand même quelque part. En plus, souvent, ces outils, une fois qu'ils sont mis en place, ils sont figés dans le temps. Ils sont figés, on a un schéma régional, on a eu du mal à l'adopter, mais il est parti pour 5 ans. Or, le monde bouge très rapidement, on a un phénomène quand même aujourd'hui d'ubérisation de la société. Les choses évoluent extrêmement rapidement et ces schémas, ils ont besoin de s'adapter en permanence. On ne peut pas considérer qu'ils sont figés dans le temps.
Et puis on a toujours au niveau des observations des CRC un défoisonnement de zones d'activité qui se font concurrence, des dispositifs qui sont concurrents, et c'est pas effectivement extrêmement efficient en termes d'utilisation des deniers publics. La troisième observation souvent que l'on retrouve, c'est l'absence de stratégie cohérente. On a des fluctuations de la conjoncture, l'expression de souhaits divergents, des changements d'exécutifs qui amènent souvent des modifications dans la stratégie, avec des dispositifs coûteux qui sont mis en place, des achats de marques, des lancements de marques qu'on abandonne au bout de 18 mois, un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place, qui sont modifiés. On n'a pas de lisibilité au jour d'aujourd'hui pour la plupart des acteurs qui sont sur les territoires. On doit avoir en plus un territoire cohérent, c'est-à-dire qu'au niveau d'une intercommunalité, on ne peut pas s'abstraire de ce qui est fait au niveau de l'intercommunalité à côté. Donc si on n'a pas un minimum de stratégie cohérente sur un territoire, l'entrepreneur ne va pas s'y retrouver de toute façon. Donc il faut absolument une meilleure concertation entre les différents acteurs. On sait très bien qu'en matière d'intervention économique, la lisibilité et la prévisibilité des dispositifs est une des conditions importantes de la réussite de ces différents dispositifs. Et enfin, on l'a abordé ce matin, on a une culture de l'évaluation qui est étrangement absente. C'est-à-dire qu'on a très très peu de culture de l'évaluation qui aujourd'hui est mis en place dans la plupart des dispositifs, avec des constats qui sont assez récurrents, la nécessité de fixer des objectifs précis, un contrôle souvent assez défaillant sur les obligations qui sont fixées aux différents bénéficiaires des dispositifs d'aide, et une évaluation des dispositifs qui est souvent perfectible parce qu'on passe d'un dispositif à un autre sans jamais les évaluer. Je ne parle même pas effectivement de fixer des critères qui permettent de les évaluer. Souvent on ne les évalue pas du tout et on considère qu'effectivement on passe d'un dispositif à un autre. Donc en conclusion, effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes qui sont engendrées par le niveau dispositif qui est issu de la loi NOTRe. Ceci étant, au-delà des incertitudes, je pense que la réussite de ces politiques, et quand ça fonctionne au niveau des territoires, d'ailleurs on retrouve souvent ces ingrédients, c'est un dialogue renforcé à la fois avec les acteurs locaux, que ce soit les acteurs économiques et les acteurs publics, un pilotage resserré autour d'une collectivité leader. La loi NOTRe confie ce rôle à la région. Il faut éviter effectivement une trop grande dispersion de l'action publique qui nuit effectivement à son efficacité. Et puis je pense que toute entreprise le ferait, il y a besoin d'expertiser régulièrement la pertinence des dispositifs qui sont mis en place, qui correspondent souvent à une demande à un moment donné, mais cette demande elle évolue extrêmement rapidement, donc il faut être en capacité d'être assez réactif sur ces dispositifs. Voilà, c'est un peu de place aux questions. On va attendre que les différentes interventions aient été prononcées avant de prendre quelques questions. Si tu veux bien, Frédéric. Merci en tout cas pour cette ouverture qui était forte dans les messages, même si je dirais que par nature les CRC sont critiques et qu'on va aussi entendre ce que les élus ou les dirigeants de métropole ont à dire par rapport à ça. Donc je vais sans tarder passer la parole à Olivier Ly sur les instruments. Pour pouvoir utiliser sur les instruments de développement économique développés par la métropole de Lyon, donc pour nous donner peut-être une vision un peu plus positive de ce que font les métropoles actuellement, et en tout cas la métropole de Lyon. Oui, je vais vous présenter effectivement international un peu avec la Belgique, et puis je reviendrai sur le sujet qui vous a préoccupé ce matin, je crois, et sur lequel j'ai déjà été à 2-3 reprises interrogé sur l'articulation notamment avec la région. Avant d'attaquer, je voulais juste, avant d'attaquer là où on va, je voulais juste rappeler qui on est et d'où on vient et
là où on en est aujourd'hui. Donc on est effectivement une métropole aujourd'hui à statut particulier, qui est la fusion, vous le savez, d'une partie du département du Rhône, et puis de la communauté urbaine de Lyon. Un territoire d'1,3 million d'habitants, mais avec une aire urbaine, c'est important de préciser, de 2,2 millions, parce que sur ces questions justement de plan économique, la question de l'aire urbaine, évidemment, des franges, est aussi importante, voire plus importante que ce qu'on fait en endogène. 59 communes, peu importe la superficie, quoique c'est quand même très dense, 9000 collaborateurs à peu près, 2,5 millions de budget de fonctionnement, 3,1 milliards une fois l'investissement incorporé, ce qui fait qu'effectivement on est une grosse collectivité. Alors sur le terrain économique et sur la scène internationale, parce que ça légitime aussi, évidemment, à un moment donné, la posture et le portage économique d'un territoire. 6e place européenne pour les investissements étrangers sur 2010-14, 19e métropole la plus attractive au monde, 38e ville mondiale où il fait bon vivre, et la 5e en matière de gastronomie. Alors, plus des chiffres plus économiques, 1 million d'emplois sur l'aire urbaine, pour, je disais tout à l'heure, 2,2 millions d'habitants. Deuxième marché tertiaire de France, ça ne vous surprendra pas. Et puis surtout la première métropole française, évidemment, Challenger de Paris, c'est un classement. Et puis enfin, et ça c'est une donnée importante aussi, 74 milliards de PIB, soit un tiers du PIB régional pour ce qui concerne donc l'aire urbaine. On est à peu près à 25%, un peu moins de 25% sur le strict territoire de la métropole. Alors, sur la métropole de Lyon, mais précédemment donc plutôt communauté urbaine, acteur du développement économique. Alors depuis 1992, effectivement, prise de compétences par la communauté urbaine, et avec effectivement 4 outillages majeurs qui aujourd'hui sont encore en place, et qui vraiment sont les fonds baptismaux du développement économique du territoire. D'abord, évidemment, un très gros programme d'accueil d'entreprises. Quand on dit d'accueil, évidemment, c'est la question de l'attractivité du territoire, mais évidemment, après, l'ensemble des outils pour accueillir l'entreprise, c'est-à-dire des schémas d'accueil d'entreprise, des hébergements touristiques, voilà, donc le DUP, pour le domaine commercial aussi. Et puis, vous le savez, un outil majeur de développement économique qui était l'ADERLI, qui a été rendu célèbre puisqu'il avait un bureau dans une des Twin Towers, avec son directeur qui a été un survivant et qui avait beaucoup témoigné à l'époque, ce qui d'ailleurs avait été pour la NERLI, pour l'attractivité de Lyon, une aubaine. Soutien évidemment et structuration sur le territoire de filières majeures, donc avec 3 grandes filières portées, soutenues et structurées, qui sont les clean tech, les sciences du vivant et le numérique. La dernière étant très peu originale, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de territoires qui ne veulent pas développer le numérique. Un outillage, après, pour évidemment faire émerger ou développer l'entrepreneuriat. Avec un dispositif, là aussi, très clairement en place historiquement, qui s'appelle LVE, qui est Lyon, Ville de l'entrepreneuriat, qui est un acronyme, là aussi, très connu du secteur, de manière générale, du secteur économique, mais en plus particulier des entrepreneurs. Et puis après, un travail très sur mesure, qui est fait par nos services à l'attention, à l'endroit des entreprises qui sont sur le territoire, tout simplement pour les accompagner, un peu les coucouner, notamment évidemment pour les rencontres, une vraie démarche rencontres qui sont suivies, rencontrées, accompagnées, et comme je vous le disais, vraiment chouchouter, et puis des fonctions, des métiers de développeurs économiques, qui maillent le territoire, et qui accompagnent soit d'entreprises, soit évidemment après des zones d'activité, lorsque c'est des zones qui réunissent beaucoup de PME. Donc ça, c'est l'histoire du développement économique de Lyon, une histoire qui a plutôt évidemment porté ses fruits dans le temps. Mais ce qu'il faut avoir en tête à Lyon, c'est qu'il y a une gouvernance lyonnaise qui ne peut pas influer la loi, différents textes de loi, mais qui doit être prise en compte, qui est une gouvernance, notamment de la question économique, mais pas que, parce que c'est un peu la tradition lyonnaise, une démarche très collective et très partenariale. Et en 2003, a été mise en œuvre une gouvernance
économique de l'agglomération, du territoire, qui s'appelle le GLE, le Grand Lyon Esprit d'entreprise, qui en fait réunit les 6 principaux partenaires, donc à la fois, vous voyez, des chambres consulaires, chambre de commerce, chambre des métiers, des organisations, on va dire plutôt de nature patronale, MEDEF et CPME, et puis CGPME, et puis évidemment l'Université de Lyon, avec tout son potentiel de recherche et d'innovation, et enfin la métropole. Et ça, c'est aujourd'hui une entité qui vit, qui se réunit régulièrement, et qui en fait décide bien souvent collectivement, de manière très, très soudée, des grandes orientations, des évolutions, des grands dossiers parfois, qui animent le territoire. 2009, création d'une marque en Lyon, qui là aussi a rencontré un bon succès, de par sa simplicité et en même temps son accroche forte, qui est une vraie bannière aujourd'hui connue à l'international, qui réunit 13 partenaires, donc les 6 qu'on vient déjà d'évoquer, auxquels se sont agglomérés d'autres partenaires, qui a un vrai programme de marketing international, puisque quand on parle d'attractivité d'un territoire, on parle évidemment aussi de marque, et on parle évidemment de marqueurs forts d'un territoire, d'où notamment son slogan. Et puis enfin, en 2016, une fois la métropole créée, il y a un programme de développement économique de la métropole de Lyon, adopté en séance publique évidemment, et qui permet d'être une feuille de route très claire pour les années à venir sur cette compétence. Alors, la compétence, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été largement commenté, donc évidemment il y a un enjeu aujourd'hui d'une compétence partagée avec la région, et donc avec nous d'un côté l'élaboration d'un programme métropolitain de développement économique, et puis parallèlement évidemment une compatibilité avec le schéma régional tel qu'il a été adopté. Alors le programme de développement économique de la métropole, et je pense que le président de la métropole en a parlé peut-être ce matin rapidement, qui est un programme sur le mandat, et je précise qu'on a écrit une politique publique qui était à écrire à l'aune d'une collectivité complètement nouvelle comme la métropole. Ce schéma, qui est avant tout une feuille de route d'une politique publique, il vaut pour le mandat, il ne vaut pas au-delà. D'abord, il a été construit de manière très partenariale. Dans, effectivement, l'histoire lyonnaise, la gouvernance qui était en place, mais dans les circonstances de la loi NOTRe, il a été aussi conçu de manière partenariale avec la région. Il y a eu plusieurs séances de travail avec la région, présentant nos constatations, les conclusions qui étaient les nôtres, avant l'adoption. Comme je vous disais, avec quelques marqueurs forts, là aussi, qui sont employés sur lyonnaise, comme par exemple la participation des entreprises au financement des actions et à la gouvernance des dispositifs. On est souvent, nous, dans une logique aujourd'hui où on va chercher auprès des entreprises une façon de co-financement, de co-partenariat, pour animer des filières, par exemple. Et puis avec des priorités tout à fait classiques, autour évidemment de l'accompagnement des PME. Une volonté, vous le savez, c'est aussi une caractéristique du territoire lyonnais, c'est d'essayer de préserver l'histoire industrielle, le tissu industriel du territoire. Et évidemment, un enjeu toujours très fort d'attractivité. Et puis, un enjeu d'employabilité des personnes, on y reviendra, puisque ça aussi, c'est une des caractéristiques que la métropole permet aujourd'hui. 4 ambitions, là aussi assez classiques, mais déclinées, qui structurent notre feuille de route. Un territoire fabricant, donc évidemment qui produit, qui sait faire. Apprenante, donc là c'est évidemment l'émergence à partir d'un tissu très riche de recherche, d'innovation et académique. Évidemment attirante, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, avec un grand enjeu d'attractivité sur le territoire. Et puis enfin entraînante, ça veut dire comment à un moment donné, cet écosystème économique lyonnais s'enrichit de tous les acteurs et de leurs différences, mais dans une complémentarité qu'on devine de plus en plus forte avec la révolution numérique qui est la nôtre. Alors pour aller plus précisément après sur la métropole, ce qu'il faut avoir en tête aussi, et qui est très important dans la compréhension un peu de la géopolitique actuellement de notre territoire, c'est le fait que d'avoir marié sous un même toit et sous une même collectivité les compétences sociales, plutôt sociales des départements, et les compétences plutôt économiques, entre autres, et pas que, évidemment il y a aussi toutes les questions de développement, notamment urbain, et puis de gestion urbain et de côté urbaine, est une richesse extraordinaire qu'il a voulu, qu'il faut faire fertiliser au plus vite, et notamment
premier document, la première politique publique qui a été écrite et adoptée par les métropoles, c'est celle qui concerne l'insertion. Et ça a donné lieu au vote à l'adoption du PMIE, qui est le programme métropolitain de l'insertion pour l'emploi. Et effectivement, l'idée elle est simple. L'idée est de passer d'un traitement plutôt social des allocataires du RSA, ce qui est, il ne faut pas faire autrement, qui est quand même l'utropisme assez naturel, je dirais, d'un département qui, de par ses compétences, bien gère et accompagne les personnes aujourd'hui qui sont allocataires du RSA, qui sont sur le chemin, à côté du chemin de l'emploi, par un traitement beaucoup plus économique du même client, entre guillemets, du même usager. Et on a donc, effectivement, vous voyez quelques exemples d'actions qui sont aujourd'hui lancées et en cours de réalisation, qui sont par exemple mi-entreprise pour l'insertion, une entreprise qui s'engage à prendre par exemple des personnes en cours, en procédure d'insertion. On a créé 5 postes de chargés de liaison entreprise-emploi, et on en aura 10 d'ici, on va dire, une petite année, qui là aussi maille le territoire, et qui, à côté des développeurs économiques, rencontre l'ensemble d'entreprises, de la plus petite à la plus grande, ou l'inverse, de telle manière en permanence à essayer de matcher l'offre, la demande, le besoin et la manière de résoudre le besoin. Et ça aussi, c'est un nouveau métier qui a émergé dans notre collectivité et qui aujourd'hui rencontre une fertilité très intéressante. Évidemment, on a refondu un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. Il y en a beaucoup professionnalisé les acteurs d'accompagnement, effectivement, au RSA, dans l'ambition que je vous ai évoquée, c'est-à-dire vraiment un traitement plus économique de la personne qui est aujourd'hui dans un process d'insertion. On a pris en charge d'ailleurs directement nous la gestion du FSE, et puis on est en train de créer, c'est le chantier de début 2018, une structure métropolitaine d'insertion et emploi. Et puis enfin, de par notre puissance de feu, nous, de donneurs d'ordre, puisqu'on est la première collectivité d'investissement du territoire, on représente aujourd'hui sur le territoire représente à peu près 55% du fonctionnement et 70% d'investissement. Sur une commune aujourd'hui, la métropole, et Primus et apparaissent en termes de volume financier. Et donc, en investissant aujourd'hui 400 à 500 millions d'euros, alors c'était avant que le besoin de financement soit circonscrit par l'État dans les semaines à venir. Ça a été assez peu commenté pour l'instant, mais le recul de 2,6 milliards de dette territoriale chaque année, tel que la loi de programmation des finances publiques le prévoit, dans une deuxième partie de mandat pour les communes, les intercos et les départements, va fortement pénaliser la réalisation des PPI, qui, vous le savez, sont plutôt atones en début de mandat et plutôt très dynamiques en fin de mandat. Bon, je fais une petite parenthèse, mais c'est un très gros sujet de préoccupation pour la métropole de Lyon, qui a eu du mal à démarrer, évidemment, qui a eu du mal à construire sa PPI, et qui avait plutôt prévu de la consommer exhaustivement en 18, 19 et 20. Mais évidemment, avec un recours à l'emprunt qui n'avait d'équivalent que la baisse de la dette métropolitaine en début de mandat. Bref, je fais une parenthèse, elle est refermée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec notre posture de donneur d'ordre, et avec effectivement l'insertion de quasiment toutes nos procédures de marché public, de clause d'insertion, on a un effet de levier très important, et vous le voyez, 520 salariés ont été recrutés grâce aux clauses d'insertion en 2016. Alors, pour conclure ma présentation, les deux, je dirais aujourd'hui, sujets qui nous taraudent avec la région, mais pas que. C'est évidemment une question sur notre territoire, c'est la colonne de gauche, et puis de manière plus exogène au territoire. Donc, pour ce qui concerne l'articulation avec le schéma régional, le sujet est simple. Vous l'avez très bien rappelé d'ailleurs en préambule, on n'est pas sur un bloc de compétences claires assumées par une collectivité, on est sur une compétence partagée, et donc il y a nécessairement, comme toute compétence partagée, c'est le cas aussi dans le champ social par exemple avec les communes et les CCAS, il y a une nécessaire articulation des dispositifs, des accueils, de manière générale du suivi. Donc on en est là aujourd'hui avec la région, vous le savez, le SRD2I de la région n'a pas été arrêté par le préfet, notamment parce que à ce stade on peut considérer que les deux documents ne sont pas complètement complémentaires, donc on est en train d'essayer de résoudre avec la région le sujet, on devrait y arriver. Mais au-delà de l'adoption d'un schéma,
on a un vrai enjeu derrière avec la région d'articuler nos interventions, ce qui effectivement, depuis quelques mois, est un peu grippé. On a deux agences qui doivent cohabiter normalement chacun son périmètre, mais il faut qu'elles s'entendent. Donc la dernière d'un côté, l'agence régionale de l'économie de l'autre. On a tout le soutien à l'entrepreneuriat qui doit être complémentaire, puisque les aides qu'on peut nous délivrer ne sont pas exactement les mêmes que celles des régions, notamment les aides directes que les régions ont versées. Et puis surtout, on a des zones vraiment là de friction entre guillemets potentielle, c'est évidemment les clusters et les pôles de compétitivité, où là effectivement, là aussi, on a des aides directement fléchées par la région, alors aussi l'État, vous le savez, pour les pôles nationaux, et puis des aides potentielles qui sont versées par la métropole sur un certain nombre de dispositifs et d'initiatives. Donc là, on a un vrai enjeu d'articulation, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu grippé, mais c'est pas que grippé par rapport à des schémas ou des textes réglementaires ou légaux, c'est grippé de manière générale dans un grippage plus politique, de nature plus politique. Ça va se débloquer, il faut espérer. C'est pas catastrophique, hein, mais c'est un peu moins fluide qu'avant. Voilà, donc, après, ça n'empêche pas d'avancer, hein, et il n'y a pas d'entreprises aujourd'hui qui sont laissées au bord du chemin parce que des aides ne sont pas versées ou des pôles de continuité qui s'écrouleraient, etc. Mais ça manque un tout petit peu de fluidité. Je dirais que c'est presque tout changement d'exécutif qui peut produire ça. Il y a d'autres sujets plus inquiétants hein, en termes de remise en cause des orientations, des pratiques. Je suis plus inquiet aujourd'hui, moi, sur le regard porté sur le ferroviaire par la région que sur l'économique, par exemple. Hein. Deuxième donc, zone aujourd'hui à travailler, c'est évidemment l'exogène, notamment la question des franges. C'est-à-dire que le développement économique, hein, c'est comme le nuage de Tchernobyl, ça ne s'arrête pas à un territoire, et à un moment donné se pose la question de toutes les périphéries. Hein. Et je ne parle même pas d'Interland, hein. Je parle vraiment des zones qui sont frontalières, qui sont complètement imbriquées dans les tissus économiques, industriels, souvent de la métropole. Laurent Davzy a fait une étude importante pour la métropole de Lyon, qui rappellera tout à l'heure, sûrement, hein, qui montre qu'aujourd'hui, la dynamique métropolitaine profite presque plus aux territoires voisins qu'à la métropole, qui aujourd'hui est un peu saturée spatialement et donc économiquement. Ah, donc on a un gros enjeu qui est par exemple, qui est l'illustration à la peine Saint-Exupéry, puisqu'on est sûrement la seule métropole française à ne pas avoir son aéroport dans son territoire, ce qui pose un sujet, alors qu'on est actionnaire de l'aéroport, bien évidemment, alors qu'on a pu aider nombre d'investissements de l'aéroport, alors même qu'on paye à 100% le solde de Rhône Express, qui est la liaison ferroviaire entre l'aéroport et le centre de Lyon, qui est un petit gouffre financier comme ce type de liaison peut l'être, et pour autant, on dessert un territoire qui n'est pas le nôtre, et sur lesquels aujourd'hui il y a un petit conflit, effectivement, de gouvernance et de gestion, puisque la plaine Saint-Ex, c'est certes la plateforme aéroportuaire, mais c'est aussi à peu près 600 hectares de réserves foncières qu'il faut beaucoup saliver. Mais dans l'orientation, dans la vocation, on doit être concerté entre tous les acteurs, évidemment les communautés qui portent le territoire, mais également la grande métropole voisine, qui ne peut pas imaginer qu'un pôle émergent vienne concurrencer d'autres polarités qu'elle développe. On a évidemment un projet de développement qui est celui du pôle métropolitain, puisque nous sommes dans un pôle métropolitain qui réunit 6 communautés, dont Saint-Étienne, dont Vienne, dont Villefranche-sur-Saône, qui sont dans la communauté de communes de l'Est lyonnais, et la CAPI, qui est celle des Ports de l'Isère, dans des territoires très dynamiques, qui bénéficient d'une très belle dynamique économique, et avec qui on a un enjeu d'articulation en permanence, et surtout pas de concurrentiel, même si, c'est une illustration très, très intéressante, on est en concurrence sur ce genre d'objets. Par exemple, la métropole de Lyon, ex-communauté urbaine, avait toujours refusé une installation d'un village de marque sur son territoire, pour ne pas concurrencer les tissus commerciaux très denses, notamment de cœur de Lyon. La CAPI développe un village de marque qui va être un des plus importants de France, qui a un potentiel évidemment économique faramineux, avec la zone de chalandise qui ne serait-ce que celle que je viens de décrire, qui est sur les aires urbaines de Lyon, plus les passages potentiels sur la 43. Donc vous voyez que là, effectivement, on a des objets concurrentiels qui peuvent venir se greffer et qui méritent effectivement parfois un portage supra-communautaire. Voilà un petit peu ce que je voulais